Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 22 décembre, J-3 avant Noël. Soyez les bienvenus sur Monaco Info, je suis ravi de vous retrouver et voici les titres qui seront développés. Le ministre d'État reviendra dans un entretien sur le vote du budget primitif de l'État pour 2024. La sécurité à la veille de Noël, le cadre de vie, Monéval qui a été au cœur des préoccupations cette année. Nous évoquerons également avec Pierre Dartout l'inculpation du maire de Monaco pour des soupçons de corruption. En cette période de fête, nous vous donnerons des idées si vous êtes en retard dans l'achat de vos derniers cadeaux. Que peut-on déguster au marché de Noël? La gourmande Christine Datomel est allée faire un tour pour vous. Puisque ce sont les vacances, nous vous présenterons une application de voyage pour découvrir les bons plans Around Us, autour de nous, en français dans le texte. Nous serons avec son créateur. Et enfin, comme tous les vendredis, votre rubrique Ceux qui font Monaco, Christine Datomel nous présentera aujourd'hui le prêt-à-porter avec la Maison Noire. Mais avant de développer ces titres, sachez que le prince Albert II présente ses plus sincères condoléances au président de la République tchèque, mais aussi aux familles des victimes à la suite de la fusillade survenue hier à l'université Charles de Prague. Une fusillade qui, je le rappelle, a fait 14 victimes et une vingtaine de blessés. L'étudiant qui a ouvert le feu s'est par la suite suicidé. Sans transition, le budget primitif de l'État vient d'être voté avec 16 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions. Un budget prévisionnel de 2,46 milliards d'euros de recettes et 2,6 milliards de dépenses. Des séances sous le signe de l'apaisement. Pour développer tout cela, et plus encore, le ministre d'État Pierre Dartout nous a reçus en sa résidence. Voici son entretien. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler du vote du budget primitif, j'aimerais que l'on revienne sur une affaire dont on parle beaucoup en ce moment, sans connaître les détails du dossier, parce qu'il faut le reconnaître, le secret de l'instruction est bien gardé. Je veux bien sûr parler de l'inculpation du maire Georges Marsan. Une information judiciaire a été ouverte avec plusieurs chefs d'inculpation, corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts et association de malfaiteurs. Alors, je ne sais pas si vous pouvez parler de l'affaire, mais que savez-vous de cette affaire ? Ah bien, comme vous l'avez dit, il y a le secret de l'instruction. Donc, en tant que pouvoir exécutif, je n'ai pas d'informations sur cette affaire. Je ne connais pas les raisons des motifs d'inculpation. Il y a deux choses que je peux dire. D'ailleurs, l'une qui est rappelée dans le communiqué du procureur général, c'est que toute personne dans la situation où est M. Marsan bénéficie de la présomption d'innocence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me concerne et qui explique que j'ai écrit à la secrétaire d'État à la justice, c'est pour avoir connaissance des mesures qui sont prises à l'endroit de M. Marsan, non pas pour avoir connaissance des éléments de fond de l'enquête, ce que je n'ai pas à demander, ce que je n'ai pas à connaître, mais simplement pour apprécier si les mesures qui sont prises à son endroit posent un certain nombre de difficultés ou non dans l'administration de la commune et notamment dans le fonctionnement de la mairie. Donc ce sont des questions que j'ai posées pour savoir quelles étaient les mesures de contrôle judiciaire qui lui étaient applicables, simplement pour que l'État et la commune en tirent les conséquences pour ce qui concerne le fonctionnement de la mairie. Est-ce que vous avez pu parler à Georges Marsan depuis sa sortie? Non. La question est directe, mais justement, selon vous, vous l'avez évoqué, est-ce que Georges Marsan doit poursuivre son mandat de maire? Ah ça, je n'ai pas à avoir un avis là-dessus. Je précise simplement qu'il y a certaines conditions, et il faut vérifier si elles sont remplies, qui font qu'il peut être empêché d'exercer ses fonctions, mais pour autant, il reste maire de Monaco. On le rappelle, l'instruction est en cours, il y a donc, vous l'avez dit, une présomption d'innocence. On passe à un autre sujet, le budget primitif de l'État qui a été voté hier au soir. Votre réaction, tout simplement? Écoutez, ma réaction est positive, naturellement, puisque le vote du budget primitif a été acquis avec une majorité assez large. Oui, 16 voix pour. 16 voix pour, 5 voix contre et 3 abstentions. Et 2 abstentions, pardon. Et nous avons pu mesurer pendant les semaines qui ont précédé ce vote, disons, un progrès dans les contacts que nous avions avec le Conseil national, puisque ces contacts se sont déroulés dans une ambiance constructive, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, naturellement. Mais il y a eu quand même mené de part et d'autre
ce que l'on appelle la démarche du pas l'un vers l'autre. Et donc ça, c'était positif. Quelles sont les grandes lignes de ce budget primitif 2024 ? Alors c'est un budget qui est à la fois un budget de prudence quant à la prévision en termes de recettes, mais un budget aussi à la fois ambitieux et réaliste. Et réaliste parce que nous devons toujours avoir le souci de l'équilibre des finances publiques, de ne pas recourir à l'emprunt, mais faire en sorte que le budget soit porteur de l'ambition qu'a la principauté dans son développement, dans son attractivité, dans sa création de richesses et d'emplois. L'État est un acteur déterminant dans l'économie monégasque, et donc le budget de l'État est un acte important et qui doit conjuguer donc ces deux éléments qui peuvent paraître contradictoires mais qui ne le sont pas, le souci de l'équilibre, mais aussi la nécessité d'être ambitieux. Alors c'est pour ça que nous portons un certain nombre de projets qui sont importants en termes de mobilité. On reviendra là-dessus au mois de janvier, en ce qui concerne le centre de traitement des déchets, en ce qui concerne aussi le centre commercial de Fontvieille. Je prends cet exemple pour le centre commercial de Fontvieille parce que justement l'illustration de ce que nous devons mener, à la fois avoir des objectifs, de l'ambition pour faire un centre commercial de meilleure qualité, redimensionné, mais avec un cinéma, avec plusieurs salles, mais en même temps être réaliste sur le coût de l'opération et donc avoir ce souci d'un bon équilibre et donc de redimensionner le projet si cela est nécessaire. Alors, lors du budget rectificatif, faut le reconnaître, il y a eu de fortes tensions entre le Conseil national et le gouvernement. J'ai l'impression que ces tensions se sont apaisées. Est-ce que vous me le confirmez ? Oui, et si oui, comment vous expliquez cet apaisement ? J'explique cet apaisement par les contacts que l'on a pu avoir dans le cadre de ce que l'on appelle les CPE, mais également des réunions plus informelles que j'ai pu avoir, par exemple, avec la présidente. Donc tout cela a permis de faire ce pas vers l'autre qui a conduit donc à un résultat positif. À l'approche des fêtes, un mot peut-être sur la sécurité. Le gouvernement, les forces de l'ordre se doivent de rester vigilants comme ça ? Les forces de l'ordre se doivent de rester très très vigilantes. Nous sommes dans une période assez anxiogène, tout au moins pour les sociétés d'Europe et d'Amérique du Nord. On a vu cet horrible drame qui s'est produit à Prague hier soir. On sait que malheureusement assez souvent, on a des drames de même nature aux États-Unis. En France, comme dans d'autres pays européens, il y a eu des attaques terroristes qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Donc on est dans une société qui est anxieuse. Et Monaco n'est pas, épargné par cet état d'esprit. Ce que je peux dire aux Monégasques, c'est que nous avons un niveau de sécurité ici qui est inégalé, je pense, dans toute l'Europe, avec une police qui est nombreuse, qui dispose de moyens importants, qui est bien organisée et réactive. Et donc, je dis aux Monégasques, bien sûr, il y a la sécurité totale, le risque zéro n'existe pas, mais que toutes les mesures sont prises pour faire en sorte, et notamment pendant cette période de fête, pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Un mot sur la jeunesse et leur cadre de vie. Depuis 2 ans, il n'y a plus de patinoire. Récemment, il n'y a plus de karting non plus. Qu'est-ce qui est fait en principauté ou qu'est-ce qui va être fait en principauté pour leur épanouissement ? Bien, je crois que nous avons pris conscience au cours de la discussion budgétaire que sur ce plan, il fallait faire plus et mieux. Et donc, il y a effectivement eu la question de la patinoire. La question de la patinoire doit être vue au regard des contraintes que nous avons sur le plan énergétique, parce que c'est très consommateur d'électricité, au plan environnemental également. Et puis, Monaco, avec 2,2 km², ne peut malheureusement pas garantir toute l'offre d'équipements sportifs ou d'infrastructures pour tous dans tous les domaines. Mais cela dit, je crois qu'il y a une réflexion à avoir à ce sujet.
Pour le reste, nous avons aussi rappelé au Conseil national que le projet de bowling qui se ferait à Cap d'Aille se poursuivait et que nous espérons bien sûr qu'il se développe pendant cette année. On parlait là du cadre de vie de la jeunesse, on va parler du cadre de vie en général, si vous le voulez bien, avec les chantiers, les nuisances sonores, la circulation. Comment devrait être, selon vous, 2024 ? Alors 2024 va être une année où à la fois on va continuer à construire, à faire des travaux importants, notamment à Fontvieille, avec l'îlot Charles III, le nouveau collège, mais dans d'autres endroits de la principauté, il y a la poursuite de construction d'un certain nombre de logements, que ce soit des logements privés ou des logements domaniaux. C'est très important pour l'économie monégasque. Il faut que tout le monde en soit bien conscient que la prospérité de Monaco est liée en grande partie à la construction et à la réussite de ces projets, notamment dans le domaine de la construction. Pour autant, nous sommes parfaitement conscients des contraintes, des nuisances. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver entre les nuisances qui doivent être contenues le mieux possible grâce à des techniques plus modernes. Par exemple, on me dit que beaucoup d'entreprises utilisent de plus en plus des outils, des dispositifs qui sont beaucoup moins bruyants, beaucoup moins perturbants. Je crois qu'il faut continuer sur cette voie pour assurer à la fois la continuité du développement économique de Monaco, qui est indispensable, mais aussi veiller à ce que nous puissions répondre aux besoins de logement, aux besoins d'infrastructures et aux besoins des activités économiques. Un terme dont on a beaucoup parlé en 2023, ça a été Moneval. Des lois ont été votées, des associations ont été mises à contribution. Où en est-on de Moneval ? Ah bien, pour Moneval, d'abord, on a voté 3 lois. Et je remercie d'ailleurs le Conseil national de les avoir approuvées et d'avoir fait un travail très important en liaison avec les services de l'État qui eux aussi ont beaucoup travaillé sur ces sujets. Nous aurons un 4e projet de loi qui va être examiné en janvier sans doute lors d'une session extraordinaire. Mais ces lois, c'est très important, ça montre que nous avançons de façon très nette dans la conformité de nos textes. Mais parallèlement à ça, nous travaillons dans la mise en œuvre de ces textes. C'est-à-dire que aujourd'hui, je prends 2 exemples. La direction du développement économique fait un travail très important vis-à-vis de l'ensemble des sociétés qui travaillent en principauté, notamment pour vérifier un certain nombre de points. Par exemple, l'existence de comptes bancaires en principauté, ce qui est une condition forte pour Moneval. Donc il y a un travail considérable qui a été mené par les services du ministère des Finances à ce sujet. Et puis, autre domaine aussi, nous sommes amenés à prendre des sanctions administratives. Nous ne le faisons pas de gaieté de cœur, mais c'est nécessaire pour faire en sorte que la réglementation s'applique au mieux. Et il y a des décisions qui ont été prises plus nombreuses que les années précédentes. Et ça compte, c'est important pour défendre notre dossier à Moneval au printemps prochain. Ce sont les fêtes de Noël. Dans quelques jours, on va changer d'année. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter aux téléspectateurs qui nous regardent ? Alors d'abord, leur dire que je leur souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, d'excellentes fêtes de Noël, mais aussi je souhaite que pour tous ceux qui habitent ou qui travaillent en principauté, l'année 2024 soit une année qui comble leurs souhaits. Je dis aussi que, voyant ce qui se passe dans beaucoup d'endroits de la planète, nous avons quand même de la chance d'habiter, de vivre ou de travailler à Monaco. Il y a bien sûr des enjeux à relever, un certain nombre de difficultés que nous devons traiter, mais quand même la situation à Monaco globalement est bien plus favorable que dans beaucoup d'autres pays, et tant mieux. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous.
Le reste de l'actualité en bref. Pour clôturer l'année 2023 et la célébration des 70 ans du Yacht Club de Monaco, le prince Albert II a mis à l'honneur les régatiers du Yacht Club à l'occasion de remise de prix, des awards qui récompensent les jeunes compétiteurs de la section sportive, comme le jeune Noah Garcia, médaillé d'or aux Jeux des petits États d'Europe, ainsi que les membres sociétaires armateurs, barreurs qui naviguent au plus haut niveau. Et Nico Pons a été élu navigateur de l'année. Pour rappel, il a été sacré champion du monde pour la 2e année consécutive en RC44 sous les couleurs du Yacht Club. 50 000 €, voici le montant d'un chèque que le président délégué de la SBM, Stéphane Valéry, vient de remettre à la princesse Stéphanie au profit de son association Faïtets Monaco. Ce montant a été récolté en octobre dernier lors du bal du centenaire en hommage au prince Régnier III. 5 œuvres de l'artiste Luca Avalon avaient été vendues à ce moment-là aux enchères. C'est une belle initiative. Des carabiniers se sont rendus ce jeudi au CHPG, vous le voyez, pour distribuer des peluches aux enfants hospitalisés en cette période de fin d'année. Et puisque l'on parle de Noël, où en êtes-vous de vos cadeaux? Êtes-vous du style à commencer à faire vos emplettes dès le début de l'été, ou comme moi, vous faites ça au dernier moment? Eh bien, si c'est le cas, Frédéric Ellion est allé dans plusieurs boutiques pour vous donner quelques idées shopping. Noël approche à grands pas et il reste encore quelques jours pour finaliser ses cadeaux. Les boutiques et magasins font le plein dans la dernière ligne droite. Chez Jouet Club, la file d'attente aux caisses illustre bien ce rush de dernière minute. 4 derniers jours, il y a toujours beaucoup de monde, c'est normal. L'avantage, c'est que les clients sont un petit peu moins difficiles qu'il y a 15 jours. Et comme vous pouvez le constater, on a toujours le même problème. La place chez Jouet Club Monaco. Ça veut dire que même le 24, il y a du monde au magasin? Le 24, il y a même des gens qui tapent à la porte au dernier moment en disant « j'ai pas les cadeaux ». Alors on est obligé de tricher sur l'horaire de fermeture. Dernière minute, voilà, c'est bon, on est arrivé quand même à faire les cadeaux, c'est déjà ça. Qu'est-ce que vous avez pris justement? On a pris une peluche, on a pris les poupées LOL, voiture télécommandée, les trucs classiques de toutes les années. Barbie, Lego, Playmobil, véhicules radiocommandés, voilà pour les incontournables côté jouets. À la Fnac Monaco, 80% des achats concernent les produits techniques. On sera sur des produits Apple, très tendance, le dernier iPhone, la dernière Watch, les AirPods que tout le monde s'arrache, et quelques ordinateurs et tablettes. On a cette tendance, encore même plus cette année que les années passées, d'avoir vraiment le cadeau de dernière minute. Avant, les gens se préparaient un petit peu à l'avance, notamment ils profitaient de Black Friday, alors que là, ils attendent vraiment la dernière minute pour venir chiner, on va dire, un petit peu les derniers produits et les derniers réassorts. Des livres et des jeux pour enfants, pour ados. Et donc de la lecture pour des jeunes ados qui sont passionnés. Et j'ai eu beaucoup de conseils et j'en suis ravie. Je viens de la Fnac, là, je le précise. Voilà. Pourquoi justement le dernière minute, c'était les derniers achats? C'était un manque de temps? Expliquez-nous un petit peu. Tout simplement, j'avais demandé aux ados en question de me faire suivre leur liste et je l'ai reçue hier soir. Côté luxe, la tendance s'observe aussi avec beaucoup de monde à la recherche de la perle rare dans les boutiques du Métropole Shopping Monte-Carlo. Le rush, il est toujours à partir du 20 jusqu'au 24, 19h. C'est une vague assez importante et assez dure à vivre physiquement. On a cette chance d'avoir un bel espace bougies dédié aux bougies de luxe mondialement connues. Les bougies en premier, les cadeaux uniques, les cadeaux exceptionnels. C'est ce que les gens recherchent ici, puisqu'à Monaco, on est une boutique assez unique pour ce genre de cadeaux. On offre des possibilités un peu différentes que nos concurrents. Et les vagues de clients vont se poursuivre tout le week-end en magasin pour finaliser les derniers achats avant de tout déposer sous le sapin. Janvier, c'est la période de la diète et des régimes, mais avant cela, fin décembre, difficile de résister, c'est le moment où l'on a tendance à s'engraisser. Pourquoi pas le faire au marché de Noël? Et c'est ce que vous nous proposez, Christina. Et oui, chaque année, le village de Noël est l'attraction phare en principauté pour ces fêtes de fin d'année. Alors tous les gourmands se retrouvent ici, que ce soit le midi ou le soir, car de nombreuses friandises sont proposées. Nous allons tout de suite nous rendre chez un des commerçants qui est là depuis 15 ans maintenant et qui est connu, vous allez le voir, pour ses patates. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait 15 ans maintenant que vous êtes ici sur le village de Noël. Qu'est-ce que vous proposez comme style de patates? Comme style de patates, alors nous avons des très très grosses pommes de terre comme dans le panier. Nous les faisons cuire au four et on ajoute toutes les sauces qui sont ici devant. Lardon oignon, fromage à raclette, cheddar, saumon, crème fraîche ciboulette. Alors comment on trouve des si grosses patates? On les fait venir du nord de la France
Et parce que dans le nord, il y a beaucoup d'eau, donc c'est ça qui les fait grossir. Donc évidemment, par ici, il n'y a pas des si grosses pommes de terre, parce qu'il ne pleut pas assez. Et on les fait venir exprès pour l'événement. Et si bien sûr vous pouvez retrouver les habitués comme le refuge des Pyrénées, la boucherie ou encore le Savoyard Sweetie, je vous propose à présent de faire le tour des petits nouveaux. Alors l'île de Beauté représentée pour la première fois sur ce village de Noël. Oui, alors c'est un plaisir pour nous d'être là, surtout que c'est la première année, donc on est vraiment contents, ça se passe très bien. Les gens sont très gentils, très agréables et on espère pouvoir revenir l'année prochaine du moins. Et alors pourquoi avoir choisi le village de Noël de Monaco? Alors parce que Monaco c'est vraiment une belle ville. Je dirais même, on a vraiment l'impression que c'est plus un grand village Monaco qu'une grande ville. Et, un peu comme la Corse. Voilà, c'est ça, et on s'y retrouve quand même assez beaucoup. Alors quels produits aujourd'hui vous présentez? Alors on a du figadilly, on a de la cope, du lonze, on a des miacioli, c'est des petits beignets de fromage frais. On a de la boutargue, on a du vin de chez nous, enfin on a beaucoup de produits très locaux. On a beaucoup de personnes qui prennent des bouteilles de vin ou même de la charcuterie emportée pour offrir, pour faire des cadeaux. Et ça nous fait extrêmement plaisir. C'est la première année et franchement c'est un vrai régal. Les gens sont sympathiques, c'est vraiment bon enfant et ça me plaît. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver ici chez vous? Alors on peut faire les focaccia farcis ou des piadines à farcis. Les piadines, c'est une espèce de crêpe un peu épaisse, feuilletée, qu'on farcit alors avec le jambon cru, du jambon cuit. On peut faire la purée de potimarron, végétarien, voilà. Puis il y en a pour tous les goûts. Et celle qui plaît le plus, c'est laquelle? On vend beaucoup de focaccia au poule porc. C'est vraiment ce qui parle le plus actuellement. Bon, alors le Québec représenté pour la première fois sur ce village de Noël. Oui, bien sûr, c'est notre première fois sur Monaco. Réellement, on a 36 marchés à travers de l'Europe, mais c'est notre première fois à Monaco. Et alors ça se passe comment? Super bien, les gens sont géniaux, les gens sont géniaux, sont super gentils, polis, c'est agréable, on se sent en sécurité à Monaco et je pense que les gens apprécient beaucoup le comptoir des Québécois. Alors qu'est-ce que vous présentez au Monégasque? Tous les produits d'érable, en particulier le sirop d'érable, les crèmes à l'érable pour les pancakes, les crêpes. On a aussi des tisanes à l'érable, on a des alcools à l'érable. On a également des bières à l'érable et des bières québécoises aussi. On a des cidres de glace, des cidres de vin. On a également des liqueurs de whisky, des épices à l'érable, sucré-salé un peu. Ouais. Et alors, vous proposez aux gens de déguster également? On propose de déguster ici sur place pour pouvoir connaître le produit avant de l'acheter, bien sûr, parce que souvent, on n'a pas envie d'acheter quand on n'a pas goûté. Donc, on goûte avant tout et ensuite, les gens achètent s'ils ont envie. Évidemment, ce tour d'horizon culinaire ne pouvait pas s'achever sans une note sucrée. Après avoir acheté vos bonbons, par exemple chez Candy Circus, vous pouvez vous rendre juste en face au Petit Cabanon et vous allez voir ce qu'il nous propose vous donne l'eau à la bouche. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ici au Petit Cabanon? Alors plein de bonnes choses, nous c'est spécialement du sucré, nous avons les crêpes traditionnelles, nous avons une spécialité hollandaise, ça s'appelle les poffertjes, c'est un genre de petit beignet hollandais, c'est très très bon. Après nous avons des beignets, des panini, puis les crêpes gourmandes classiques, et gourmandes avec des Bueno, des Kinder, enfin voilà, plein de bonnes choses. Il est à présent l'heure pour nous de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Sachez que le village de Noël vous accueillera jusqu'au 7 janvier. Alors que certains d'entre vous s'apprêtent à partir en congé, peut-être même voyager, une application pourrait vous être utile. Around Us a déjà des centaines de milliers d'utilisateurs à travers le monde. C'est une sorte de guide de voyage 2.0 pour vous aider à découvrir les lieux d'intérêt où que vous soyez. Nous avons rencontré son créateur, un serial entrepreneur dans le domaine du digital. Jean-François Pillou est interviewé par Patricia Navarro. Bonsoir. Vous êtes donc le fondateur de l'application Around Us. Comment vous est venue l'idée de créer cette application? Ça m'est venu lors de mes voyages, notamment des déplacements à titre professionnel, où j'avais 2 jours, une journée pour aller visiter ce qu'il y avait autour. Et donc, en un temps record, il fallait que je voie quels étaient les sites majeurs à voir autour de moi. Et
dans certains cas, de trouver peut-être des pépites, des choses que je ne serais pas allé visiter autrement. Et comment fonctionne-t-elle? Que propose-t-elle très concrètement cette application? L'application, elle est basée essentiellement sur la cartographie, donc il y a une carte, et j'ai un parti pris, c'est quand on arrive sur cette application, elle vous propose 10 choses. Donc elle vous propose soit les 10 choses à voir dans le quartier, et si vous dézoomez, par exemple au niveau de la ville, elle va vous montrer tous les coins intéressants à voir, les monuments, les sites naturels qu'il y a à voir autour de vous. Ce qui est répertorié aujourd'hui, ce sont les pays les plus connus. Vous avez également des petites pépites que certains ne soupçonneraient pas. Dans l'application, il y a les pays du monde entier. Il y a même des monuments en Corée du Nord, c'est dire. Et donc, dans l'application, vous trouvez tout. En France, il doit y avoir à peu près 400 000 choses à voir dans l'application. Donc, à chaque fois, on va vous en présenter 10, mais il y a des filtres. Et plus récemment, il y a une petite nouveauté. Il y a un onglet que j'ai appelé Trésor caché qui va vous montrer dans la région quelles sont les choses à voir, mais qui sont peut-être un peu moins populaires, dont on entend moins parler. Et honnêtement, il y a parfois des choses assez extraordinaires. Alors ça s'adressait aux voyageurs, mais vous me parlez là de la Corée du Nord, donc ça veut dire aussi que l'on peut voyager sans bouger grâce à cette application? Oui, alors il y en a beaucoup qui font ça, effectivement, qui prennent l'application, qui regardent les suggestions, et en fait, on peut zoomer à l'infini jusqu'à voir le lieu. Il y a même des sélections de lieux qui sont les lieux les plus colorés du monde, les lieux qui ne sont visibles que par satellite, où on va découvrir je sais pas, une montagne qui ressemble à un humain ou à un animal. Et donc, juste en zoomant, on peut découvrir ces lieux magnifiques qu'il y a un petit peu partout sur Terre. Plus globalement, Jean-François Pillou, on le voit avec cet exemple du guide de voyage 2.0, vous êtes un expert du digital. On a le sentiment que l'on bascule vraiment peu à peu vers le tout digital. Oui, et je dirais que ça va même de plus en plus vite. Alors, moi, dans mon expérience précédente, j'ai créé le site Comment ça marche, qui est un site d'informatique assez consulté, parce que je crois qu'il y a plus de 10 millions d'utilisateurs qui l'utilisent encore par mois. Et donc, je décryptais un petit peu toutes les nouvelles technologies. Et on se rend compte que ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire que l'adoption du téléphone mobile, ça a mis quelques années. Désormais, nous arrive l'IA avec des choses comme ChatGPT et puis tout le monde s'y met. Cette adoption, elle s'est faite en quelques mois et elle révolutionne complètement notre vie. Donc, effectivement, ça va très vite. Il faut arriver à suivre tout ça. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pour notre bien, c'est pour nous aider à gagner du temps. Et je dirais même, notamment en ce qui concerne l'IA, pour moi, c'est un peu comme un exosquelette. C'est-à-dire que ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, en cela, c'est plutôt, je pense, un vrai progrès. Oui, vous avez un regard positif, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Mais y a-t-il tout de même des limites à ce champ des possibles qui semble infini? Parce que, bon, parfois, l'IA est critiquée. On a eu un vaste débat sur ChatGPT notamment. Oui, alors j'utilise, moi, l'IA pour aller me suggérer des lieux à rajouter dans l'application. Simplement, l'IA a ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que de temps en temps, si vous lui posez une question, si vous lui demandez la biographie de quelqu'un, il est capable de vous raconter absolument n'importe quoi avec un aplomb comme personne n'oserait en avoir. Et le fait qu'il écrive très très bien et sans faute d'orthographe fait qu'on a tendance à croire ce qu'il dit. Donc, pour contrecarrer ça, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une base de données avec tous les points d'intérêt du monde entier et je vérifie si ça existe et si c'est bien l'endroit qu'il dit. Pareil, si vous l'utilisez à titre personnel, ma recommandation, c'est soit vous y connaissez en la matière, donc un médecin peut poser des questions d'ordre médical parce qu'il est capable de vérifier, sinon, il faut absolument vérifier les informations qu'il vous donne parce que, allez, une fois sur 3, ça peut être n'importe quoi. Oui, donc au-delà de la découverte, le partage d'expériences. Merci Jean-François Pillou d'avoir été notre invité. Avec plaisir. Vanita Christmas, voici le nom d'une exposition dont le vernissage s'est déroulé ce jeudi à l'Espace 22 au boulevard d'Italie. Vernissage en présence de l'artiste Frédéric de Mortin. Cette artiste présente ses créations qu'elle appelle elle-même vanité luxueuse, œuvre faite de bijoux, de matières et de textures chinées au cours de ses voyages. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 13 janvier. Vous l'attendez
impatiemment chaque semaine. Les chaînes du monde entier nous l'envient. Je parlais bien sûr de votre chronique « Ceux qui font Monaco ». Aujourd'hui, Christina, vous êtes dans la rue de Millau, du côté de Maison Noire. Oui, aujourd'hui, c'est à Maison Noire que l'on se retrouve, une boutique spécialisée dans les produits exclusifs. Ici, vous pouvez retrouver des vêtements haut de gamme, mais pas que, accessoires et bijoux pour hommes et femmes. Comment toute cette belle histoire a débuté en principauté? La réponse tout de suite avec le propriétaire, maître des lieux. Maison Noire a débuté d'une façon très simple et un petit peu par la force des choses aussi, car il a fallu tout simplement s'adapter au marché. Faut savoir que j'ai cette boutique depuis 2003, elle a beaucoup évolué, beaucoup transformé. Et à partir de 2007, en fait, il s'est senti le besoin d'avoir un produit unique. Il y a principalement ma propre marque, qui est donc Maison Noire, qui a été créée en 2017 justement, et que j'ai fait évoluer jusqu'à maintenant pour devenir une ligne complète. On peut avoir accessoires, t-shirts, sweatshirts, robes, enfin vraiment toute une série de produits qui restent quand même des produits basiques pour hommes et un petit peu plus extravagants pour femmes. Toutes les pièces sont faites en série très limitée. Il n'y a vraiment que les basiques où je fais une série de 10 ou 15. Mais après, une fois qu'on est sur une robe pour femme, par exemple, il va y avoir 2, 3 pièces ou des fois même qu'une seule pièce. Ah, le noir. Alors ça, tout simplement, c'est grâce à mon épouse, en fait, qui un jour, justement, à cette époque, 2016-2017, où on essayait de voir un petit peu comment faire évoluer notre entreprise, m'a dit, écoute mon chéri, tu t'habilles toujours en noir, pourquoi on ne créerait pas une ligne de vêtements qui s'appellerait Maison Noire? Là j'ai entendu ça, j'ai fait waouh, c'est bon, c'est parti. Mon produit s'adapte beaucoup au sport, donc j'ai des célébrités qui sont dans le milieu sportif, comme Charles ou Arthur Leclerc, qui viennent chez moi sans prétention et trouvent leurs produits. Il y a Pierre Frolla, bien sûr, qui est pratiquement une de nos égéries. Et après, j'ai eu aussi la chance d'habiller Vincent Poirier, le basketteur, quand il est venu sur Monaco. Au côté sportswear, je m'en sors pas mal. Et après, on a aussi Monsieur Briator, qui nous fait le plaisir de temps en temps de porter soit nos casquettes ou soit nos t-shirts, ce qui est toujours agréable. Est-ce que vous continuez également dans vos ateliers à faire de la location pour les galas? Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, on habille toute personne, star ou pas star, qui se présente en principauté depuis 2006. Donc nous habillons toute personne en vêtements de gala. Ça comprend les tuxedos, qu'on appelle aussi en français le smoking, la jaquette pour le Tédéum par exemple. Et après, nous avons aussi le queue de pie pour tout ce qui va être opéra et grande représentation. Vous pouvez également retrouver tous les produits de Maison Noire en ligne sur un site internet www.maisonnoiremonaco.com. Mais sachez que pour les pièces exclusives, il faudra se rendre en boutique. Un coup d'œil sur vos prévisions météo avec Frédéric Hélion avant de refermer ce journal. Quel temps fera-t-il samedi, Frédéric ? Encore une journée bien ensoleillée, Fabien. Quelques rares nuages seront présents dans le ciel et un vent léger soufflera du matin au soir. Côté thermomètre, les températures seront comprises entre 9 et 15 degrés. Samedi 23 décembre, ce sera à la Saint-Armand. Merci Frédéric. Nous vous en avons parlé dans ce JT, les carabiniers qui sont allés au centre hospitalier Princesse Grace pour distribuer des peluches à 3 jours de Noël. Cette belle action méritait bien d'être mise à l'honneur en fin de journal. Ce sont des photos de Manuel Vitali. On se retrouve samedi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.